je crois, 14h02. Et donc, nous vous avons donné rendez-vous cet après-midi pour un webinaire sur la valeur verte, comment la réglementation va faire bouger les lignes. Donc, déjà, pour ce webinaire, donc, je vais me présenter, Sabine Brunel, directrice adjointe de l'Observatoire de l'immobilier durable. Et donc, l'association, excusez-moi, voilà, l'association Observatoire de l'immobilier durable, donc là, je vous ai mis nos membres, a été créée en 2012 et œuvre depuis 10 ans maintenant à ce que les prises de conscience et l'intégration des enjeux ESG augmentent et soient mieux prises en compte dans le secteur de l'immobilier. La façon dont nous menons nos actions, donc on a un centre de ressources qui est disponible pour tous. On travaille beaucoup au sein de groupes de travail par thématique identifiée. Nous organisons des événements, donc à l'image de ce webinaire, mais également des conférences, des ateliers plus techniques, des visites de sites lorsque les opportunités s'y prêtent. Et puis, nous menons régulières sur les sujets réglementaires notamment et toutes les thématiques que nous suivons à l'OID. Alors, pour ce webinaire aujourd'hui, on va donc vous présenter un petit peu tout le raisonnement que nous avons mené dans le cadre de ce travail qui a mené à cette publication du jour sur la valeur verte des bâtiments. Afin de vous présenter ce fil rouge, j'ai à mes côtés Xavier Pelleton d'AG2R La Mondiale, qui vous en dira un petit peu plus et qui a été copilote de ce groupe de travail Valeurs Vertes aux côtés de l'OID. Il y aura à la fin du webinaire un petit temps de questions-réponses, j'allais dire classique pour ce genre d'exercice maintenant. Et puis, comme toujours, on conclut sur les actualités et les ressources, les dernières ressources disponibles de l'association. Alors, Xavier, je te passe la parole pour que tu puisses présenter notre méthodologie de travail. Merci. Alors, j'ai eu la chance de parcourir ce rapport avant ce webinaire et ce qu'on va partager avec vous est le fruit d'un travail amorcé en 2020 avec un groupe qui s'est constitué d'une façon très itérative. À chaque fois qu'on se posait une question, on a su trouver dans les membres et des experts des réponses à nos questions et qui ont permis de faire fructifier ce rapport et les débats qu'on a eu ensemble. On s'est réunis à peu près 8 fois depuis la création de ce groupe de travail. Ça a été un travail très itératif, une co-construction importante. Et je remercie énormément l'ensemble des équipes de l'OID qui ont produit un travail d'une grande qualité. Il y a le rapport de l'ERIE qui est cité dans cette étude, là, qui est un rapport de 2012 auquel j'avais contribué en 2012. Alors, j'avais la chance d'être accompagné par quelqu'un qui portait le même nom que Sabine et qui était à cette époque présidente de l'ERIE. Après, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est dans la continuité de ce rapport où j'avais été très fier de participer à ce rapport. Et là, je partage également la fierté d'avoir contribué aux côtés de l'OID à la constitution de cette étude qui est importante et impactante pour nos métiers respectifs. Sabine ? Merci Xavier pour cette introduction. Alors simplement pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, donc effectivement je remercie ici publiquement tous les membres qui sont venus participer à nos échanges, qui ont nourri nos réflexions et qui ont permis de produire cette étude. Et donc, cette étude est également ponctuée de retours d'expérience de différents professionnels qu'on avait identifiés donc, lors de ces groupes de travail et que nous sommes allés interroger afin de nourrir encore une fois cette publication. Vous trouverez également dans l'étude des zooms sur des points techniques. Alors, ces points sont des sujets qui impactent les stratégies des acteurs, ou qui peuvent avoir une influence sur la valorisation des biens.
ou bien encore des points qui explicitent un certain nombre d'évolutions observées depuis quelques années sur le secteur du bâtiment. Un petit mot sur les livrables issus de ce groupe de travail Valeurs vertes à l'OID. Donc dire qu'à ce jour, on a 2 articles qui sont parus, l'un sur la définition de la valeur verte d'un bâtiment et l'autre sur la prise en compte des risques physiques dans ces enjeux de valorisation des bâtiments. Et puis donc aujourd'hui, ce rapport qui se décline en une publication principale avec un résumé exécutif disponible en français, un résumé exécutif disponible en anglais, et puis vous allez le voir dans la suite de la présentation, mais aussi quelques infographies qui peuvent vivre leur vie également pour faire vivre ces réflexions. Alors, quel était l'objectif de la publication ? L'objectif de la publication, c'était déjà de faire un point d'étape de là où on en était en termes de valeur verte. C'est un sujet, comme l'a rappelé Xavier, qui nourrit les réflexions des acteurs du secteur depuis des années. Or, ces dernières années, il s'est passé pas mal de choses, notamment sur le plan réglementaire. Dans les pratiques également des acteurs, il y a des évolutions qui sont visibles. Et la question qui se posait, c'était de comprendre comment ces évolutions et ces actualités avaient impacté ou bien allaient impacter cette valeur verte des bâtiments. Donc, la ligne directrice de notre étude, c'est d'une part donner les clés de compréhension communes à tous les acteurs. C'est quelque chose qu'on avait à cœur, c'est-à-dire s'adresser à la fois aux personnes qui gèrent ces questions des enjeux ESG et de l'ISR au quotidien, mais également tous les professionnels du secteur qui sont sur des thématiques plus financières au quotidien et qui pourraient comme ça bien comprendre les interactions possibles entre ces sujets ESG et leurs thématiques quotidiennes. L'objectif étant d'avoir une publication de référence qui fasse le point sur la bibliographie, sur les réflexions du moment et sur quelques projections possibles sur cette thématique. Alors, comment nous avons construit cette étude ? Donc, la question centrale, c'est celle de la réalisation de la valeur verte, qui est une question qui reste ouverte. Et nous avons structuré notre réflexion sur plusieurs points. La question de la définition de la valeur verte en elle-même avec toutes les réflexions historiques et ainsi que les évolutions qu'on a notées sur cette notion en elle-même. L'enjeu, je le rappelais, de la pression réglementaire qui grandit ces dernières années et qui prend un tour de plus en plus structurant pour ces thématiques. Et puis, un point qui nous semblait essentiel d'intégrer aussi à nos réflexions, c'était la question des aléas climatiques de façon à intégrer l'enjeu de résilience également dans les enjeux de valeur des bâtiments. Alors, avant de dérouler la réflexion, on commence par quelques définitions introductives. Donc, tout d'abord, une remarque pour dire que la valeur vénale, qui est, on va dire, le calcul de valeur le plus communément utilisé par les acteurs, se distingue en elle-même du prix du marché. Alors, évidemment qu'il y a des liens entre les deux. Toutefois, le prix, c'est après coup, c'est vraiment le résultat d'une négociation entre deux contreparties. Et quelque part, si l'un des deux est d'accord pour payer beaucoup plus cher quelque chose qui ne le vaudrait peut-être pas, à la rigueur, ça ne regarde que cette négociation entre les parties concernées. Là où la valeur, quand on parle de valeur des biens, on parle derrière d'un modèle de calcul, d'un modèle qui permet de donner une estimation de cette valeur de l'actif. Alors là, on vous en a mis deux, il y en a d'autres, mais les deux méthodes, on va dire, usuelles pour déterminer la valeur vénale des bâtiments. La première, c'est la méthode par capitalisation et la deuxième, la méthode par actualisation des flux, ou DCF en anglais. Alors, ces deux méthodes, pour vous en donner vraiment les points saillants. Donc, la méthode par capitalisation, elle s'appuie sur un taux qu'on va venir appliquer au revenu qui est généré par le bien. Elle est relativement simple, c'est une formule du type loyer au numérateur sur taux de capitalisation au dénominateur.
Ce taux, il dépend du type d'immeuble, des caractéristiques, la localisation notamment, mais aussi des caractéristiques techniques intrinsèques. Et la conséquence de cette formule mathématique, c'est que plus le taux de capitalisation est faible et plus la valeur des actifs sera élevée. La seconde méthode, c'est une méthode un petit peu différente qui permet de se projeter en fait dans l'avenir sur une période, on va dire, couramment entre 7 et 10 ans, et d'évaluer l'ensemble des flux entrants et sortants de l'actif. Donc, ces flux sont ensuite actualisés, c'est-à-dire ramenés à leur valeur actuelle, leur valeur à aujourd'hui, pour pouvoir intégrer en fait et donner une estimation à aujourd'hui de l'ensemble de ces occurrences de flux. Et donc, ce taux d'actualisation qui est utilisé quelque part pour faire cette conversion entre un flux qui aura lieu mais plus tard et un flux qui aurait lieu maintenant, à aujourd'hui, eh bien, ça reflète notamment la rentabilité qui est attendue par les investisseurs sur un type de bien. Et dans cette formule également, plus le taux d'actualisation est faible et plus la valeur de l'actif sera élevée. Alors, ceci, c'était simplement pour vous poser aussi les termes parce qu'on va les utiliser par la suite. Donc, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, ces concepts sont tout à fait connus et vous les distinguez parfaitement. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de parler à tout le monde, y compris aux personnes qui sont moins aux prises avec ces méthodologies financières au quotidien. Alors, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, si on doit définir la valeur verte, comment on ferait pour venir appréhender cette notion? Alors, tout d'abord, on est parti d'une certaine évolution de cette valeur. Donc, en définition historique de base, à partir de laquelle construire le raisonnement, on avait cette question d'avoir des caractéristiques environnementales performantes, considérées comme performantes. Et dans ces caractéristiques environnementales, il y avait un élément qui était important, c'était le facteur énergétique. Et donc, ces caractéristiques environnementales performantes avaient une incidence sur des éléments de valorisation d'un bien, et notamment généraient une prime de valeur, une prime en positif. Donc ça, c'est encore une fois, c'est vraiment la définition théorique sur ce bâtiment. Et en fait, la définition un petit peu mise à jour que nous vous proposons dans cette étude, c'est donc on a toujours cette question de caractéristiques techniques performantes, ça c'est clair. En revanche, il y a la question de la qualité d'usage d'un bâtiment et également de son adéquation aux réglementations. Et en fait, la question qui se pose, c'est la capacité à maintenir une qualité d'usage, quelles que soient les situations. Donc, la question des aléas climatiques et de la résilience des bâtiments face à ces aléas, elle se trouve ainsi posée. Et également sa capacité à pouvoir anticiper sur les prérequis réglementaires qui seront exigés dans les années à venir. Et là, on pourrait se dire, pour simplifier, qu'on est presque en train de dire qu'un actif, pour pouvoir être qualifié de vert et donc du coup avoir une valeur verte attachée à cet actif, eh bien, il faut qu'il ait à la fois une vraie résilience climatique, tout comme il faut qu'il ait une vraie résilience réglementaire, si on peut simplifier comme ça. Alors, ensuite, du coup, si on vient se pencher sur la valeur, qui est donc, je l'ai déjà dit, mais qui est appréhendée par différents modèles qui sont utilisés aujourd'hui, il y a une notion clé qu'il est important d'introduire également, c'est la notion de liquidité. Donc, c'est vrai que quand on pense valeur verte, on a tout de suite l'idée d'une survaleur, une prime sur le montant estimé du bien, alors qu'il y a d'autres éléments qui pourraient aussi venir contribuer en fait à la solidité de la valeur d'un actif qui ne sont pas forcément un montant financier direct. Et c'est notamment le cas de la liquidité des actifs. Donc ici, on en a distingué trois que j'aurai l'occasion de détailler juste après. Mais l'idée, c'est de dire que cette liquidité, elle vient quelque part refléter l'attractivité de l'actif pour un certain nombre de contreparties qui pourraient être tentées de venir soit l'acquérir, soit le louer, soit même le financer.
Alors, c'est exactement ça que nous avons voulu refléter dans cette première infographie que nous présentons aujourd'hui, qui est une infographie qu'on a divisée en fait en deux parties, justement pour pouvoir distinguer les critères de valorisation qui proviennent des liens avec une contrepartie qui serait un acquéreur potentiel, des critères de valorisation qui proviennent plutôt des liens avec un preneur à bail potentiel. Et donc, on se dit, dans le scénario où on cherche à louer l'actif de la façon la plus rentable possible, bah, finalement, les paramètres qui jouent, ce sont le loyer facial, c'est-à-dire le niveau officiel de loyer qui dépend notamment des qualités intrinsèques du bâtiment, de sa localisation, de ces éléments-ci. On a également le loyer économique, une fois retraité du montant des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est l'ensemble de toutes les mesures financières qui sont octroyées par le bailleur à son futur preneur à bail dans le cadre d'une prise à bail. Ça peut être des travaux pris en charge, ça peut être des franchises de loyer pendant un certain temps à déterminer, négocier entre eux. Mais dans tous les cas, tous ces éléments ont un coût financier qui vient du coup permettre de reconstituer un loyer dit économique. Et puis le troisième élément qui est important à noter, c'est l'élément de la liquidité locative. Et cette liquidité locative, elle vient refléter la rapidité à trouver des occupants pour un bâtiment. Et là-dessus, je voudrais quand même faire un point qui est que l'engagement des locataires, c'est un des sujets qui va gagner en ampleur et en importance dans les années qui viennent. Ça commence déjà à être le cas. Et que le fait pour un certain nombre de locataires d'exiger de se positionner sur des actifs vertueux, donc ce faisant, venant évidemment impacter ces trois paramètres, mais tout d'abord la liquidité locative des biens, risque d'avoir un effet en cascade assez conséquent sur toute la pyramide de valorisation des biens immobiliers. Donc voilà pour la partie du haut qui est la partie consacrée donc à cette question de la prise à bail. Alors maintenant, si je viens me pencher sur la question de la cession, de l'acquisition d'un actif, alors il y a trois paramètres qu'on vous a mis. Il y a le prix de vente qui vient refléter le prix réel constaté après négociation entre les parties, suivant des accords qui leur conviennent à toutes les deux. Et puis, on a deux concepts de liquidité. Le premier, c'est la liquidité transactionnelle, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle, entre la mise en vente d'un bien et la cession effective de ce bien, en fait, on a généré des signes d'intérêt de la part d'acquéreurs potentiels. Et puis le dernier élément, c'est la liquidité financière, c'est-à-dire le fait de se dire que les critères ESG vertueux d'un bâtiment pourraient, et de façon de plus en plus importante, être pris en compte par les banques comme condition d'octroi des prêts. Donc là encore, ça vient signer l'attractivité du bien, mais cette fois-ci sur le plan financier. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est la façon dont les réglementations qui vont évidemment, qui sont déjà entrées en vigueur pour une partie d'entre elles, mais qui vont entrer en vigueur progressivement dans les 10 années qui viennent de façon assez nette, la façon dont ces réglementations vont impacter les pratiques du secteur et les valorisations des bâtiments. Donc, dans le cadre de cette publication, nous avons distingué 5 textes majeurs. Donc, vous en avez la liste, je vous les liste, mais c'est la taxinomie européenne, la loi climat et résilience concernant l'éradication des passoires thermiques articulée autour du nouveau DPE, le décret éco-énergie tertiaire, la RE 2020 pour toutes les constructions neuves et la loi énergie-climat dans ses obligations de reporting sur les questions d'atténuation et de biodiversité notamment. Alors, l'ensemble de ces textes a effectivement des impacts possibles sur les paramètres de valorisation, mais une fois qu'on les prend ensemble sur une même slide, il y a quelque chose qu'il faut quand même comprendre de ces textes, c'est qu'ils ont quand même pour objectif global d'objectiver le caractère durable des actifs,
c'est-à-dire que ce ne soit pas à chaque acteur de déterminer si oui ou non un actif soit durable, mais qu'il y ait des éléments objectifs qui puissent permettre de le déterminer. Ils ont évidemment un impact possible sur la valeur selon des schémas et des raisonnements que je vais détailler un petit peu plus loin. Et ils permettent aussi d'élargir le champ d'application, soit en intégrant des critères de façon beaucoup plus systémique que ce n'était le cas à présent. Par exemple, la taxinomie européenne qui liste un certain nombre d'enjeux et qui veut vraiment faire en sorte que l'ensemble de ces enjeux puissent être pris en compte. On va dire, en tout cas, suivant des critères d'exigence minimum établis. Et puis, aussi élargir le champ en termes de périmètre d'acteurs concernés. Et là, je pense en premier lieu au décret éco-énergie tertiaire qui met les occupants et les locataires en première ligne aux côtés des propriétaires et qui permet en fait d'embarquer beaucoup plus de personnes et de structures dans cet enjeu de construire un immobilier durable. Alors maintenant, si je passe un petit peu plus en détail chacune de ces réglementations et la façon dont nous, on perçoit qu'elles pourraient avoir des conséquences sur la valeur, pour commencer par la taxinomie européenne. Donc, cette taxinomie européenne, elle a comme objectif de fixer des définitions communes à ce qu'est un actif durable, dans le cas de l'immobilier, notamment ce que serait un bâtiment durable ou un parc de bâtiments durables. Et puis, in fine, l'objectif, c'est d'orienter les flux financiers vers ces investissements qualifiés donc, de durables au regard de la taxinomie. Alors, l'ambition de ce texte, il est évidemment en partie de lutter contre le greenwashing, mais aussi d'établir des critères relativement précis sur un certain nombre d'enjeux et qui devraient être respectés pour pouvoir dire qu'on est aligné avec cette taxinomie européenne. Alors, pour donner l'exemple des critères qui sont déjà connus, notamment sur l'atténuation, on a des critères possibles qui sont soit de dire qu'on appartient au top 15% du marché, soit présenter sur l'atténuation un DPE de classe A. Et une fois qu'on dit ça, une fois qu'on est capable de présenter l'un ou l'autre, à ce moment-là, on pourrait considérer que sur ce critère d'atténuation, on a rempli l'obligation de contribution substantielle. Toutefois, ce qui est intéressant avec la taxinomie, là où je disais qu'elle élargit le champ des critères et elle permet quand même une vision systémique, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'être très bon élève sur un critère. Ça, c'est des choses qui se sont vues également par le passé, on va dire avant que tous ces textes figent un petit peu la façon de procéder, puisque la taxinomie met aussi en avant un critère balai, DNSH, qui doit permettre de s'assurer que les efforts qui sont consentis au titre d'un enjeu ne le sont pas au détriment d'un autre enjeu. Alors, on a le droit d'être très fort sur un enjeu, mais il faut quand même garder une exigence minimale sur l'ensemble des enjeux. Alors, la façon dont nous, on perçoit que ce texte pourrait s'appliquer, c'est évidemment la liquidité financière. C'est d'ailleurs l'objectif de la taxinomie, c'est vraiment cette orientation des flux financiers. La liquidité transactionnelle également, parce que ça pourrait permettre aussi aux investisseurs, je pense notamment aux investisseurs qui cherchent à nourrir notamment leur fonds labellisés ISR, ça pourrait être tout à fait des critères qu'ils pourraient prendre en compte. Et donc, in fine, le prix de vente serait impacté, puisque ces actifs-là les actifs présentant ces critères-là pourraient être considérés comme extrêmement performants par les acteurs. Alors, sur la loi climat et résilience maintenant, alors, nous, on envisage, quand on regarde cette loi climat et résilience, on envisage l'articulation autour du DPE sur l'éradication des passoires thermiques. Donc, l'objectif de ce double dispositif, c'est côté DPE, évidemment, une évaluation plus représentative de la performance des bâtiments. Et côté loi climat et résilience, c'est de permettre, en s'appuyant sur cette évaluation, une transition écologique du secteur des logements. Comment? En fait, en faisant en sorte que les étiquettes les moins performantes, excusez-moi, à savoir, dans un premier temps, les étiquettes G
puis les étiquettes F, puis en 2034 les étiquettes E, puissent être quelque part améliorées grâce à de la rénovation, à des actions menées par les acteurs. Donc là, on voit qu'il y a un enjeu de transition du marché. Et du coup, on observe d'ores et déjà des impacts, c'est-à-dire qu'il y a des décotes sur les prix de vente des biens F et G qui sont d'ores et déjà observés, sachant qu'il y a également eu des refus de prêts qui ont été observés, des refus de prêts motivés pour la première fois sur ces classes DPE considérées comme non performantes. Voilà. Alors, le texte suivant, c'est le dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, je vais passer très vite sur les objectifs que vous connaissez tous, qui sont la réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Et l'objectif derrière l'objectif, c'est évidemment la contribution à la neutralité carbone qui est visée pour 2050, donc la réduction associée des émissions de gaz à effet de serre. Et ces objectifs, donc, on vous a remis les objectifs chiffrés, donc moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Donc là, je l'ai déjà évoqué, mais l'un des enjeux principaux de ce texte, c'est de faire en sorte d'embarquer dans la responsabilisation des performances énergétiques des surfaces tertiaires, également les occupants et donc notamment les locataires. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que le sens du message, c'est que cette mise en conformité, elle concerne tout le monde. Et du coup, on peut imaginer que la liquidité locative et le loyer deviennent des pierres angulaires d'influence du DEET, c'est-à-dire que les grands comptes se positionnent sur ces sujets-là, voulant s'assurer de la conformité au regard de leurs propres obligations. Et donc, que ce soit par ce biais-là, c'est-à-dire par le biais du locatif, que l'impact sur la valeur du bien se fasse sentir. Alors, concernant la RE 2020 maintenant, on a mis ce texte. Alors, évidemment, il s'applique aux constructions neuves, donc depuis juillet 2021, non, depuis janvier 2022, je vais y arriver, pour le logement, et en juillet 2022, enfin ça c'est les dernières nouvelles du calendrier, pour le tertiaire. Et ce texte, on l'a mis pour une raison, qui est que l'objectif de ce texte, c'est de proposer pour les constructions neuves un bâtiment qui soit plus performant et encore une fois, plus large en termes de critères de performance, puisqu'on intègre également des plafonds carbone sur ces bâtiments-là. Et puis, il y a aussi des notions d'adaptation, notamment le confort d'été, qui sont introduits. Et ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport aux normes applicables jusque-là. Et donc, l'impact possible de ce texte, on sait que le neuf, évidemment, dans le stock de bâtiments français, ne permet pas d'avoir un impact majeur en termes de prix directement. En revanche, le neuf est intéressant parce qu'il permet de fixer un standard de performance. Et là, ce qu'on imagine, c'est que cette nouvelle norme va permettre de décaler un standard de marché petit à petit auprès des acteurs et que ce standard, il pourrait derrière le viser également pour les bâtiments qui constituent leur parc existant. Voilà. Et concernant la loi énergie et climat, l'objectif de cette loi, c'est vraiment un objectif de transparence. Donc, des obligations à reporter sur l'atténuation de la biodiversité et vraiment l'élargissement de la base des structures qui sont concernées par ces obligations de reporting. Donc, on le voit, le mouvement vers plus de transparence, plus d'objectivation quelque part des critères de durabilité qui sont pris en compte par les acteurs, élargissement des champs à la fois du périmètre des personnes concernées et du champ des critères qui s'appliquent pour les mesures. C'est vraiment un mouvement de fond qu'on observe sur les réglementations qui vont arriver. Donc, c'est la seconde infographie que nous vous présentons aujourd'hui et qui vient donc détailler pour ces différents textes
la façon dont il pourrait impacter les différents paramètres de valorisation qu'on vous a présentés auparavant. On vous a également mis l'intensité de l'impact qui est attendu, parce que tous les textes ne vont pas évidemment avoir une influence égale sur la façon de positionner les valeurs des biens sur le marché. Mais dans tous les cas, il y a vraiment l'idée qu'ils vont dans le même sens en termes de transparence et d'élargir et de donner des définitions harmonisées de ce qui est durable. Alors, je fais juste une petite pause sur le déroulé ici pour vous dire que nous mettrons en ligne ces infographies avec l'étude. Donc, ça fera partie de la liste des documents qui seront disponibles. Donc, il y aura les 2 infographies que je vous ai présentées, l'étude complète et les résumés exécutifs qui seront donc mis en ligne aujourd'hui sur notre centre de ressources Talom. Alors, j'en viens à une partie qui est également importante pour nous, qui est la question de la résilience des bâtiments. Tout d'abord, un point sur le contexte. Donc là, je pense qu'on a vécu la même année 2021. Il y a vraiment une augmentation de la fréquence et de la gravité des aléas climatiques qui nous frappent. Et de façon plus marquante pour nous, ici en France, à Paris, des dégâts qui viennent frapper des endroits auxquels on ne penserait pas en première intention. Et je pense notamment aux crues en Allemagne et en Belgique de l'été dernier. Donc, l'idée sous-jacente, c'est quand même que ces aléas, quelque part, personne n'est à l'abri et que donc, il y a une nécessité à intégrer ces risques dans la gestion de patrimoine. Par ailleurs, les prédictions du GIEC confirment ce ressenti, j'allais dire presque, de cette intensification et augmentation de la fréquence des aléas, puisque c'est ce qu'ils mentionnent également comme le plus probable dans leur dernière publication. Alors maintenant, l'impact sur le secteur immobilier. Donc là, on vous a mis une infographie, quelques chiffres pris de la société Fort27, qui est une société californienne, et qui disait que 35% des sociétés d'investissement immobilier cotées étaient exposées à des risques climatiques. Donc, on vous a mis le détail. Sur ces 35%, donc, dans ces 35%, 17% concernent des risques d'inondation, 6% le risque de montée du niveau marin et 12% les risques d'ouragans et de cyclones. Donc, 35%, c'est important parce que ça veut dire que ça concerne suffisamment de monde pour que ça nécessite une intégration systématique en amont. Et pour autant, la question qui se pose, c'est vraiment la question du coût de l'inaction. C'est-à-dire que intégrer et anticiper ces coûts futurs, c'est très compliqué. On sait qu'aujourd'hui, c'est un défi qui n'est pas complètement environné dans le secteur et que pour autant, il y a un enjeu qui est très important. Alors, pourquoi l'enjeu est très important pour le bâtiment? Sans surprise, c'est parce que sur le bâtiment, on est sur évidemment des emplacements fixes, sur des durées de vie longues. Donc, on sait que toutes ces évolutions-là, quelque part, le bâtiment va en prendre sa part. Et un faible taux de renouvellement du parc bâti. Donc là, c'est ce que je disais quand j'ai parlé de la RE2020 sur les constructions neuves. C'est vrai que le taux de renouvellement, je crois que le taux de renouvellement du bureau, c'est environ 1% par an. Donc à ce rythme-là, en fait, on voit bien qu'il n'est pas tellement possible de simplement tabler sur des performances exceptionnelles de construction nouvelle, mais il y a vraiment un enjeu à traiter le parc existant. Alors, on vous a mis là des chiffres qu'on a récupérés auprès d'assureurs sur les coûts des dégâts. Donc là, 250 milliards de dollars, donc c'est le montant des pertes causées par les catastrophes naturelles en 2021, donc c'est dans le monde. Mais ça reste des chiffres qui sont en augmentation constante et ce sont des phénomènes que les assureurs suivent de près et sur lesquels ils anticipent également des renchérissements dans les années à venir. Et puis, on avait vu un chiffre qui était 7% de décote
sur le prix de vente donc des propriétés exposées au risque de montée du niveau marin aux États-Unis. Alors, sur la question de la façon dont les acteurs intègrent ces aléas une fois qu'ils ont eu lieu, c'est assez intéressant quand on regarde dans le détail, parce qu'en réalité, quand une catastrophe survient, on voit un impact sur le prix. C'est-à-dire il y a vraiment immédiatement ou quasi immédiatement un impact sur les valeurs. En revanche, si on dézoome et qu'on regarde et qu'on se projette 3 ans après la catastrophe en moyenne, on se rend compte que le prix a retrouvé son niveau d'avant-catastrophe. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu à s'appuyer sur des estimations qui restent relativement stables pour pouvoir derrière apporter les réponses adaptées de moyen et de long terme sur la question de ces risques physiques. Voilà, alors pour arriver déjà au point à retenir de l'étude, la première chose à retenir, c'est la question des normes réglementaires et constructives. Donc, c'est la notion de ce décalage du standard de marché, c'est-à-dire que les actifs prime de demain seront presque par construction, mais là, c'est par construction intellectuelle, plus durables que les actifs prime d'hier. À la fois parce que les nouveaux bâtiments devront respecter des normes plus exigeantes et plus élargies quant aux critères pris en compte, et à la fois parce que sur les bâtiments existants aussi, quand on va essayer de faire le mieux possible pour l'existant, eh bien, on viendra s'appuyer sur des standards de rénovation qui viennent viser ce standard de marché du neuf. Donc ça, c'est le premier point à retenir de l'étude. Le deuxième point à retenir de l'étude, c'est la valeur, c'est un concept multifactoriel. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est difficile de noter directement l'impact soit d'une prime verte qui viendrait composer une valeur verte, soit d'une décote brune qui viendrait à l'inverse signer un manque de performance sur ces questions-là. Et donc, quand on regarde l'ensemble de ces paramètres, on se rend compte qu'il y a d'une part tout ce qui est le flux financier lié à l'actif, financier et économique, et d'autre part la fluidité avec lequel cet actif, quelque part, se meut dans le marché, c'est-à-dire, encore une fois, est cédé, loué ou financé. Le troisième point à retenir, c'est que les contraintes réglementaires, elles vont avoir un impact majeur dans les années qui viennent. Donc, la pression réglementaire, elle est très dense. Ça, je pense que vous l'avez tous observé. Sur l'année 2021, c'est également très visible. Et elle vient d'une double provenance, à la fois l'État en France et puis l'Union européenne. Et donc, des réglementations structurantes sont attendues ou sont déjà mises en œuvre. Et donc, il va falloir composer en fait avec ces contraintes dans les années qui viennent. Alors, l'autre point à retenir, c'est la question de la résilience des bâtiments face aux aléas. Et en fait, l'idée principale, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut traiter la question de la résilience des bâtiments pour anticiper ces aléas climatiques qui sont pour une partie déjà embarqués. C'est vraiment maintenant qu'il faut commencer ce travail sur la résilience des parcs. Par ailleurs, on peut évidemment noter que plus on aura anticipé la résilience du patrimoine et plus certains bâtiments se retrouveront dotés d'un avantage compétitif. Et ça, d'une façon parfois aussi très économique et très business, j'allais dire. Mais quand on voit que selon certains scénarios, on peut se retrouver d'ici quelques années avec des vagues de chaleur qui pourraient durer 8 à 10 semaines sur des intensités inédites, eh bien, on peut se poser la question de la façon dont les équipes d'un locataire donné pourraient absorber cette vague de chaleur, même en termes de productivité de travail. Et donc, on va peut-être se retrouver avec des locataires qui vont privilégier tel ou tel bureau parce qu'il faudra s'assurer que dans n'importe quelle condition climatique, en fait, ces équipes peuvent produire ce qui est attendu d'elles et qu'il n'y a pas de souci de ce point de vue-là.
Et enfin, un enjeu de préservation de valeur, c'est-à-dire qu'au final, il y a un mouvement qui est en cours, donc, qui est renforcé par le réglementaire, encore que les pratiques des acteurs aussi y contribuent. Mais les actifs performants sont déjà ceux qui sont privilégiés par les acteurs. Et donc, du coup, il y a une maturité à atteindre pour le secteur de l'immobilier qui, du coup, va passer par, dans la phase qu'on va vivre maintenant, des opportunités comme des contraintes pour ces acteurs. Mais la question des opportunités, elle va se poser de toute façon, de façon majeure également. Voilà, donc vous retrouverez dans l'étude ces 5 points à retenir que je vous ai balayés très rapidement. Et donc, en conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est que l'importance d'avoir des bâtiments résilients face aux aléas climatiques est fondamentale et que plus les acteurs anticiperont les réglementations et mieux ils pourront saisir les opportunités associées et positionner leurs bâtiments de façon à pouvoir capter ces primes vertes sur ces bâtiments. Alors, voilà, donc là, vous aurez dans le support, donc ce support sera mis en ligne également sur Taloen, donc vous retrouverez le contenu de nos slides tout à l'heure. Et donc, vous aurez le lien vers l'étude également sur le support. Je ne vous relise pas ce que je vous ai dit sur le contenu de l'étude que j'ai déjà balayé. On a un résumé exécutif disponible en anglais. C'est important pour nous de commencer à proposer, des traductions de nos raisonnements et de nos réflexions également en anglais. Donc, n'hésitez pas à partager à vos contreparties anglophones si vous estimez ça judicieux. Et on en arrive à la session de questions-réponses. Alors, je vais transmettre les questions, certaines questions que je peux voir dans la boîte. N'hésitez pas à en ajouter pendant la séance, la petite session, je les ferai suivre. Donc, tout d'abord, j'ai une question par rapport à les réglementations européennes. Au-delà de la taxonomie, ne faudrait-il pas également intégrer dans les réflexions de la valeur verte les révisions des différentes directives européennes sur l'efficacité ou la performance énergétique des bâtiments? Alors, si, évidemment, c'est vrai que normalement, ces réflexions-là, elles génèrent en France une transposition. Et donc, quelque part, elles doivent se refléter, in fine, dans des réglementations françaises. Donc, pour partie, la RE 2020, elle vient également refléter cette exigence plus forte au niveau européen. Très bien, merci. J'ai également une question sur l'impact des certifications et labels dans cette dynamique globale. Alors ça, c'est vraiment une excellente question. C'est intéressant parce que historiquement, les qualités d'un bâtiment sur le plan environnemental, ils étaient vraiment traités uniquement par ce prisme-là, le prisme des labels et certifications. Alors aujourd'hui, les labels et certifications sont importantes, mais elles ne constituent pas une réponse évidente sur ce sujet parce qu'il y a un décalage parfois entre les modèles qui permettent d'établir, je pense notamment au niveau énergétique, les performances attendues d'un bâtiment et, on va dire, sa performance dans la réalité. Donc, là, il y a une question qui se pose. Il y a certains labels qui devront probablement se positionner. Il y a la question aussi de la façon dont ces labels, notamment je pense aux certifications là, pour le coup multicritères, la façon dont elle permettra de gagner en ambition sur du multicritère. C'est-à-dire que, en fait, la difficulté, c'est de se dire à quoi correspond un bâtiment labellisé aujourd'hui. Est-ce qu'il est labellisé, est-ce que ça m'assure une qualité minimale sur l'ensemble des critères qui sont traités par la certification de label ou pas? Et je pense que ça, dans le sillage de la taxonomie européenne notamment, où on a cette proposition très intéressante du DNSH qui vient fixer un petit peu les règles du jeu minimales, je pense que c'est un peu la même chose qui pourrait se jouer au niveau des certifications. Mais en tout cas, aujourd'hui, en fait, nous, on s'est un petit peu extrait de la seule équivalence bâtiment durable égale bâtiment certifié.
Merci. J'aimerais aussi donc transmettre une question qui nous demande si le raisonnement a été fait uniquement en termes de bâtiments collectifs ou bien également vis-à-vis des maisons individuelles. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas penché sur, on n'est pas rentré dans le détail des typologies. Donc, nous, on établit, pour cette première étude, qui est le premier livrable de publication, on va dire, de ce groupe de travail, on a vraiment travaillé beaucoup sur l'articulation entre les zones d'impact de la réglementation et, quelque part, les pratiques du marché en termes de valorisation. Du coup, ça s'applique, ça englobe nécessairement le cas des maisons individuelles. Après, il y a forcément des points sur lesquels ce n'est pas ces maisons individuelles qui vont être les pionniers en termes d'intégration et d'anticipation. Maintenant, j'imagine que sur les DPE, par exemple, c'est des impacts qu'on va voir tout de suite. Mais sur d'autres sujets, tout comme ce sont probablement les locataires du type locataire grand compte qui vont les premiers se saisir des exigences en termes de conformité réglementaire, c'est vrai que les maisons individuelles arriveront peut-être en bout de chaîne, mais sur certains aspects, elles vont aussi être impactées. Donc, cette étude ne les vise pas directement, mais il y a certains points sur lesquels je pense qu'elles peuvent être incluses. Nous avons une question sur les travaux que pourrait mener l'OID. A-t-on en cours des travaux sur l'adaptabilité des bâtiments existants aux évolutions climatiques, avec concrètement des mesures qui peuvent être entreprises, quelles méthodes, etc. Oui, alors cette question sur l'adaptabilité des bâtiments, elle est très importante. Elle a fait l'objet de travaux à l'OID et d'une publication qui date d'à peu près 1 an, un peu moins, qui s'appelle le guide des actions adaptatives. Et donc, dans ce guide, il y a un grand nombre d'actions adaptatives qui ont été listées, détaillées, avec, quand on avait le cas, des retours d'expérience qui ont été intégrés. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter ce guide. Alors, c'est un guide qui a vocation à être enrichi aussi au fur et à mesure des mois et des années, des nouveaux retours d'expérience qui pourraient être faits sur telle ou telle action. Mais en tout cas, c'est une bonne base de travail pour commencer à réfléchir. Très bien. On a encore un petit peu de temps, je pense, pour vos questions. Oui, bien sûr. J'ai plusieurs questions qui convergent vers la thématique des assurances et le fait que les assurances et les primes pourraient évoluer à terme et des positionnements qui n'ont pas forcément été émis de la part des assureurs. D'accord. Alors, sur la question des assurances, aujourd'hui, clairement, dans les bâtiments, de ce que je comprends, après, n'hésitez pas à me dire, mais la question de la prime d'assurance ne pèse pas encore suffisamment lourd dans les charges, enfin dans les coûts associés au bâtiment pour que ça puisse être un enjeu majeur identifié. Donc là, je parle côté propriétaire des bâtiments. Maintenant, il y a une question qui se joue, c'est la question de la façon dont les assurances vont choisir de couvrir ou de ne pas couvrir tel ou tel risque. Peut-être aussi le fait que certaines assurances vont aussi choisir de se replier sur des assurances dites obligatoires et ne pas proposer sur certaines zones identifiées d'assurances complémentaires. Et puis, du coup, la question à se poser, c'est la question du coût, on va dire, du coût qui peut arriver une fois de temps en temps, mais qui peut être majeur, y compris aller jusqu'à la destruction du bien. Ok. Alors, du coup, si vous avez... Alors, je n'ai pas suivi évidemment les questions-réponses parce que je suis en partage d'écran. Mais en tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir pris le temps de poser ces questions qui étaient très intéressantes. Juste, je voudrais préciser une petite chose qui est que c'est donc une première publication, mais l'objectif est effectivement de continuer à pousser la réflexion et d'aller plus loin et peut-être vous proposer dans un second temps un angle d'analyse différente sur cette question de la valeur verte. Alors, je vais avancer.
Voilà, donc juste un petit point sur les actualités et les ressources de l'OID. Donc, pour vous dire que récemment, nous avons pu publier d'une part nos 2 baromètres annuels. Le baromètre de l'immobilier responsable, qui a été publié en décembre, et le baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, que nous avons publié le 25 janvier dernier. La semaine dernière, le guide sur la taxinomie européenne a également été publié et présenté. Et puis voilà, on vous a mis aussi quelques décryptages. Les derniers décryptages portaient sur la question des labels, justement, label BBCA et bas carbone, pour identifier les points de convergence et de divergence des deux outils. Je voulais également vous mettre l'accent sur les infographies réglementaires que nous produisons maintenant régulièrement sur nos thématiques, qui doivent permettre à la fois de se situer dans l'ensemble des textes qui sont produits, et aussi qui permettent de prendre la mesure de cette densité réglementaire dont nous, on se fait l'écho aussi lors de nos échanges divers. Donc là, il y a une infographie réglementaire sur énergie-climat qui vient d'être mise à jour, une sur la biodiversité, la dernière sur les investissements responsables, et puis vous avez aussi une infographie réglementaire sur l'ensemble de l'année 2021, toutes thématiques confondues. Voilà, donc c'est la fin de la présentation. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de venir participer à ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous du coup dans l'après-midi un peu plus tard pour retrouver l'ensemble des ressources que nous avons évoquées sur notre centre de ressources Taloen.